Je crois profondément, et c'est l'homme qui agit pour la forêt que je suis qui te dit ça, je crois qu'on pourra planter tous les arbres que l'on veut sur Terre, on pourra placer tous les panneaux solaires que l'on veut, etc. De tendre vers des bonnes transitions écologiques, on n'arrivera pas à résoudre ce défi environnemental si on commence pas par changer de l'intérieur. Aujourd'hui, c'est mon intime conviction. Les outils de réduction de l'empreinte carbone, tout ce qui nous entoure, sont des outils naturels, de la coopération naturelle, ou des outils technologiques sont éminemment précieux. Mais le cœur du réacteur, ça se passe ici, ça se passe dans l'intérieur. Et pour moi, aujourd'hui, je crois que la clé, c'est de revoir notre définition du bonheur. Sauf si vous habitez sur une autre planète, vous n'aurez pas pu louper qu'en ce début du mois de novembre, c'est la COP26. J'ai pensé que c'était le bon moment pour vous proposer un épisode que j'ai été enregistré à Paris il y a quelques semaines dans les bureaux de Reforestation, où j'ai eu le bonheur de rencontrer Nicolas Blin. Nicolas, je l'ai contacté parce que c'est un personnage très intéressant. C'est un photographe qui a un œil bien à lui, c'est un juriste qui a travaillé sur le concept de droit de la nature, et ça change vraiment la perspective. C'est un amoureux de la montagne, des arbres et de son travail. Et oui, c'est l'un de ces individus heureux qui est content de se lever le matin pour aller travailler. Il a un certain penchant pour la philosophie qui nous expose sa voix douce, qui vous donne des envies de slow life, un concept cher à son cœur également. Je vous ai dit qu'il était montagnard de cœur, donc pour ceux qui ont pris l'habitude d'entendre parler de nature, grandeur nature dans ce podcast, vous êtes au bon endroit. Mais c'est surtout un hors-série où l'on va parler d'arbres, de forêts, de reforestation et de climat. Pour ceux qui ont été un minimum attentifs, vous savez à présent que Storylific soutient la reforestation. Bon, c'est très modeste pour le moment, mais j'espère que grâce à vos écoutes, on va pouvoir faire cela de plus en plus. C'est donc un épisode qui va creuser au cœur du pourquoi qui m'a donné envie de faire ce podcast pour planter des arbres avec les oreilles. Psst, avant de commencer, je voulais juste te dire aussi, ça y est, dans les notes de l'épisode, maintenant j'essaie de mettre une timeline, donc s'il y a des sujets qui t'intéressent plus qu'un autre, si tu as du style picoreur dans les podcasts, n'hésite pas à aller voir là-bas les sujets qui t'intéressent et te rendre directement au bon endroit. Bonne écoute. Bonjour Nicolas. Salut NB. Merci de me recevoir ici dans vos locaux de Reforestation. Merci à toi de ta venue. C'est un grand plaisir que de t'accueillir. C'est un grand plaisir d'être venu sur Paris. T'as évité les bouchons ou... Bon, ça c'était une private joke. Ça a été la galère totale. Mais on est content d'être arrivé au moins. On est très bien reçus, donc voilà, sans regret. Alors, on va parler beaucoup nature, protection de la nature, puisque c'est aussi un début du podcast. Les arbres, moi, c'est le combat que j'ai choisi de soutenir via le podcast. Donc, j'ai un spécialiste pour en parler, ça tombe bien. Spécialiste, je ne sais pas, c'est en tout cas amoureux et travailleur, j'allais dire, en faveur de la forêt et des arbres. Ouais. J'essaie d'apprendre de plus en plus de choses, mais c'est fascinant. Les arbres ont 360 millions d'années. Donc autant dire que nous, on est là depuis quelques centaines de milliers d'années à peine, l'être humain. Donc on en connaît peu de choses, et moi encore moins, mais en tout cas, chaque jour davantage, on s'ébahit. Et c'est un immense plaisir de pouvoir travailler au service de cette cause qu'est la forêt. Quelles sont des petites anecdotes sur les arbres que tu aimes bien? Quelques fun facts pour commencer. Waouh, quelques fun facts sur les arbres. Écoute, moi, il y a deux choses deux choses que je trouve très très belles quand on parle des arbres. C'est pas forcément des choses liées aux arbres même, c'est des choses liées aux arbres et à l'humain, parce qu'on est complètement interdépendants. On est une partie de la forêt, on est, en tant qu'espèce humaine, complètement partie du vivant. On en reparlera probablement. Oui. Et cette interaction entre les hommes et les arbres, je la trouve fascinante. Peut-être la première chose que j'aurais envie de partager, c'est le peuple Karen qui est à cheval. J'ai été les voir, wow. C'est trop chouette, oui. Ouais, ils sont à cheval, si tu les as vus, tu sais où ils se trouvent, à cheval entre la Birmanie notamment et la Thaïlande. Et ils ont une relation à la nature qui est géniale, et notamment lorsqu'un enfant naît dans ce peuple, le placenta en fait du bébé est pris par les parents, et il est déposé, il est enterré au pied d'un arbre, juste après la naissance. Et donc, quelques années après, lorsque l'enfant a grandi, eh bien les parents retournent avec l'enfant devant cet arbre, et les parents lui disent, voilà, c'est ton arbre de vie. C'est l'arbre duquel tu vas prendre soin. Au fond, les enfants sont appelés à devenir des ambassadeurs de leur arbre, mais plus encore de la forêt et de l'environnement. Et je trouve que c'est une relation fantastique qui est liée entre ce qu'il y a de plus intime,
la chair quasiment de la naissance qui est donnée, qui est délivrée à la nature. Et l'enfant, en grandissant, lui-même sera appelé à devenir, à faire corps, à faire symbiose finalement avec cette nature, pour encore plus lui faire comprendre qu'il appartient lui-même à la nature. Donc ça, c'est une petite histoire que je trouve toujours très chouette. Une autre histoire qui est plus liée à la grande histoire, qui est un fait pas spécialement drôle, parce que c'est quand même au cœur de la Seconde Guerre mondiale, mais le message, je trouve, est extrêmement beau. Vous connaissez peut-être... tu vas nous parler du ginkgo biloba. Ouais. Qu'on t'a peut-être déjà parlé. Il est là sur ma feuille de préparation. Tu me piques mon anecdote. Non mais vas-y. Je devance ta question où, ouais. effectivement, lorsque la première bombe atomique tombe sur Hiroshima, à la fin de la Seconde Guerre mondiale, elle vient éteindre quasiment toute forme de vie. Les bâtiments sont soufflés et parmi ce désert en fait de mort, eh bien la vie vient renaître au printemps suivant. 6 ginkgo biloba, qui sont les arbres les plus vieux du monde, viennent refleurir. Les bourgeons réapparaissent, les fleurs réapparaissent, et c'est l'une des seules, sinon la seule forme de vie qui a survécu, j'allais dire, à cette épreuve, à ce chaos qu'a été cette bombe. Et donc c'est un symbole, je trouve, extrêmement puissant de régénération, de se dire que par-delà toutes les épreuves de la vie, la force qui est dans cet arbre, qui est encore une fois le plus vieux du monde, qui peut vivre jusqu'à 3000 ans, le ginkgo, eh bien on peut arriver à en tirer de la vie, du rebond et de l'énergie pour grandir à nouveau. Il y a, je trouve, un énorme message d'espoir et dans la capacité de la nature, encore une fois à laquelle on appartient, de se restaurer malgré des défis que l'on a pu connaître par le passé et que l'on connaît aujourd'hui. Ouais, c'est une chouette histoire, ouais. Moi, j'aime bien aussi ce qui a été découvert récemment par rapport à l'ADN, suite à un essai de séquençage ADN sur des chênes, je pense, où on a remarqué qu'il y avait 19 génomes différents. Donc, quand on regardait les différentes branches, en fait, nous, on en a un ADN, voilà, si on séquence, on va pas trouver 19, quoi. Il y a un et puis c'est tout. Et on se dit, tiens, est-ce que c'est une des manières dont l'arbre a trouvé pour pallier au fait que lui, s'est pas bougé, hein, s'il y a une agression, s'il y a quoi que ce soit, et que ce serait une de ses stratégies de survie. Mais donc, c'est assez récent, mais je trouve ça assez rigolo. Tu dis, toutes ces branches, en fait, nous, ce seraient différentes personnes, quoi, quelque part. On a cette capacité justement d'adaptation que tu évoques. Elle nous paraît difficile pour les arbres parce que avec notamment le changement climatique, des animaux peuvent se déplacer, se mouvoir et fuir des zones où en revanche les arbres effectivement sont enracinés. Et on sait aujourd'hui que le réchauffement du climat, notamment en Europe, va faire en sorte que certaines essences, les enveloppes bioclimatiques, les aires de répartition en quelque sorte de certaines essences d'arbres ne seront plus adaptées aux températures. Donc ça va être compliqué pour certaines essences de se déplacer. Les arbres bougent mais sur des temps très très longs, à la faveur de déplacements via les graines qui sont semées par les oiseaux, etc., par le vent, mais ça prend bien des années. Mais on sait aussi, et je crois que on peut avoir confiance, non pas une confiance aveugle, mais dans la capacité aussi des arbres à s'adapter dans leur écosystème propre à ce que vont être les températures nouvelles. Le gros défi aujourd'hui, c'est que ces températures grandissent et s'élèvent de façon abrupte et beaucoup plus rapide que ce qu'on a pu connaître par le passé, avec des périodes de réchauffement et de refroidissement. Tous les arbres n'y arriveront pas, mais on peut aussi avoir confiance, les scientifiques sont très prudents, et il est possible qu'il y ait une forme donc de plasticité et d'adaptation de certaines essences, pas toutes, à ces températures-là. Il n'en reste pas moins qu'aujourd'hui, en Europe et ailleurs, on voit beaucoup d'arbres subir directement les effets du réchauffement et d'autres aléas biotiques notamment. Ouais, je dois dire que le podcast, je crois que qui a vraiment été déclencheur, c'est de voir la forêt qui est juste derrière chez moi, que j'adore, qui souffrait vraiment de ces sécheresses. Quand tu vois des arbres, des chênes qui en juillet jettent leurs feuilles, on va dire pour un chêne, c'est un geste de désespoir, ça, parce que normalement tout l'été, ils vont se nourrir grâce à la photosynthèse, etc., faire le stock pour l'hiver et pour grandir. Quand ils jettent, c'est vraiment qu'ils jettent l'éponge et qui se recroqueville sur lui-même en se disant on va essayer de survivre jusqu'à ce que ça redevienne favorable, mais c'est vraiment un signe de grande détresse. Et oui, c'est chez nous, voilà, dans les villes, on s'en rend peut-être pas compte, mais c'est bien là, c'est prégnant. Et les attaques de parasites qui s'accélèrent, etc., c'est parce que les arbres vont pas bien. C'est pas la faute, c'est pas le parasite est plutôt un symptôme que la cause finalement. Il y a les deux, mais c'est juste quand même.
Ouais, c'est juste, il y a ce qu'on appelle ces combinaisons d'aléas biotiques et abiotiques, des insectes, et en même temps des phénomènes de réchauffement climatique, des phénomènes d'inondation, des phénomènes de gel qu'on voit aussi, donc qui viennent fragiliser en partie la structure de l'arbre. Il y a quand même la main de l'homme quand on parle de certains insectes exotiques qui ne venaient pas jusqu'à tout récemment. Et Ouais. aujourd'hui, on sait que les échanges globalisés, la mondialisation, a permis le transport de certains insectes auxquels ne sont pas résistants en fait les arbres actuels. En tout cas sous certaines latitudes ici en Europe. Et donc l'accentuation du réchauffement climatique, qui est le fruit de l'homme avec l'immixtion, l'arrivée comme ça d'insectes, ça crée des combinaisons d'aléas. Face à une sécheresse, un arbre va être moins résistant, et lorsqu'un insecte va arriver, eh bien il va plus facilement pouvoir, grignoter, manger la structure de l'arbre. À l'inverse, un arbre qui a été affecté par une attaque d'insectes, lorsqu'une sécheresse surviendra peut-être 1 ou 2 ans après, ben, il aura moins de capacité aussi à se défendre. C'est pas quelque chose de systématique, mais d'une manière générale, c'est des choses qui sont éprouvées. Et par rapport à cet enjeu-là, en fait, qui est la capacité de nos forêts, ici en Europe notamment, à s'adapter à ces nouvelles conditions, on a non pas toutes les clés, mais on a des outils. La question des forêts mélangées, des forêts composées d'une diversité d'essences, elle est cruciale. Elle est vraiment centrale. On a vu en France, ces dernières décennies et au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, une vague de reboisement essentiellement monospécifique. On voulait planter des forêts qui ressemblent plus à des champs de bois peuplés d'une seule essence d'arbres. Et aujourd'hui, on sait, la science le démontre, que ces forêts-là sont beaucoup plus fragiles à tout un tas d'aléas. À l'inverse, des forêts qui sont riches en biodiversité, et notamment qui sont peuplées d'une diversité d'essences d'arbres, vont être d'une part plus résistantes à différents aléas tels que les sécheresses, les attaques d'insectes, etc. Et parallèlement, ces mêmes forêts-là, de façon générale, et là encore pas de façon systématique, mais ces forêts vont être plus pourvoyeuses de services écosystémiques. Tous ces services que la nature, que la forêt nous offre quotidiennement de façon absolument gratuite, que ça soit le stockage de carbone, la filtration de l'eau, la rétention des sols, etc. Donc voilà, des forêts mélangées, des forêts vraiment diversifiées. Ce sont des forêts qui demain vont être plus armées et plus à même d'affronter et de s'adapter à ce défi environnemental qu'est le réchauffement climatique. C'est bien, tu parles des services écosystémiques, ça serait peut-être intéressant qu'on en détaille un peu, parce que si j'ai choisi la reforestation comme combat à soutenir, c'est vraiment parce que je me suis rendu compte que c'était à la base de tout. J'avais pensé à peut-être l'éducation des femmes, ça m'intéresse beaucoup, mais je me dis, est-ce qu'on finance une école qui brûle? Tu vois, c'est vraiment ça que je me suis dit. Donc je me dis, si on veut que l'éducation des femmes ait ses chances, il faut que les conditions soient bonnes. Les conditions vont plus être bonnes, et des femmes qui sont en mouvement, des enfants qui sont en mouvement, il n'y a plus d'école, et il y a une grande fragilité, et il y a des souffrances. On sait bien que c'est les premiers qui ont des problèmes quand une population doit bouger. Ça a déjà commencé, des migrations climatiques. Et donc, je me suis dit, le plus important, ce serait de stabiliser la base, quoi. Si tu veux parler de biodiversité qui s'effondre, tu en viens très, très vite à protéger les forêts. Si tu parles des problèmes de sécheresse, on voit le lac Tchad qui, depuis des années, rétrécit comme une peau de chagrin. Or, il y a des même millions, je crois, de personnes qui mangent grâce à ce lac. Tu dis que c'est quoi la solution? Baf, tu retombes sur les forêts. Donc voilà, à chaque fois que je regardais un problème qui me tracassait, je veux dire la racine, justement, pour parler de ça, on revenait toujours aux forêts. Donc c'est pour ça que j'ai choisi ça, parce que je trouve ça tellement fondamental. Il y a même l'économie, tu retombes sur la forêt pour plein de populations locales. Même nous, on s'en rend plus compte. Tu peux nous parler du coup de tous ces services? Ouais. Peut-être pour débuter, avant de rentrer dans cette notion de service écosystémique et de ce bouquet qui est juste incroyable, c'est de se dire que la forêt, comme tu l'évoques, Anne B, elle répond aux 2 plus grands défis qui aujourd'hui conditionnent l'humanité, notre avenir même. C'est ce double défi, on en entend parler de plus en plus par les politiciens, on l'appelle souvent la crise jumelle du climat et de la biodiversité. On a un réchauffement climatique et on a une érosion, dans certains cas carrément on parle d'effondrement de la biodiversité. Ce sont 2 crises deux défis qui sont absolument liés l'un à l'autre. Et on sait aujourd'hui, ça c'est une super nouvelle, vraiment que la forêt est à la fois le premier puits de carbone des terres émergées et également le principal foyer de biodiversité de ces mêmes terres émergées.
Autrement dit, quand nous, en tant qu'êtres humains, on va prêter attention à la forêt, quand on va la protéger, quand on va la restaurer, quand on va la faire grandir, on adresse ni plus ni moins ce double défi. La forêt à laquelle on appartient, même si aujourd'hui en ville on y est moins présent, cette forêt-là, en fait, c'est une alliée absolument fantastique pour adresser ce double défi. C'est une alliée pour le carbone qu'elle va stocker, pour la biodiversité qu'elle abrite, mais c'est une alliée à bien d'autres égards. Tu parlais de services écosystémiques. Qu'est-ce que c'est que ces services écosystémiques ? C'est finalement tous les bénéfices que nous offre la forêt au niveau de ses fonctions intrinsèques, de ses fonctions naturelles, pour faire simple. La forêt va stocker du carbone, donc elle va contribuer à lutter contre le changement climatique. Elle va produire du bois qu'on va pouvoir utiliser, comme ici sur ce support, cette table qui porte le micro. On préfère tous avoir une table en bois qui est issue d'une forêt locale et durablement gérée, plutôt qu'une table qui vient de Chine en plastique avec un bilan carbone désastreux. Donc la forêt fournit du bois. La forêt fournit aussi de l'air pur. La forêt filtre l'eau. 75% de l'eau douce accessible à l'être humain aujourd'hui sur Terre provient de bassins versants boisés. La forêt, c'est aussi de l'emploi. En France, par exemple, la forêt, la filière bois, c'est 440 000 emplois. C'est autant que l'industrie automobile. La forêt, c'est aussi une source incommensurable, extraordinaire de médicaments et de pharmacopées. Un seul chiffre, 2/3 des médicaments anticancéreux, aujourd'hui, proviennent de la forêt. Que ce soit des arbres, de tout ce qui comporte, toutes les plantes qui abritent la forêt. Il faut savoir qu'aujourd'hui, il y a plus de 2,4 milliards de personnes sur Terre qui dépendent directement de la forêt pour se chauffer, s'alimenter, etc. Donc c'est un ensemble de services que nous offre la forêt, dont on dépend quotidiennement. Peut-être un dernier chiffre, la forêt, c'est aussi on lui associe aussi un service social. C'est-à-dire qu'en France, les Français se rendent plus souvent en forêt qu'ils ne vont au cinéma. On enregistre chaque année jusqu'à 1 milliard de visites en forêt, contre, de mémoire, 200 à 300 millions de tickets de cinéma vendus chaque année. Autrement dit, la forêt procure un bien-être vraiment important, et en ville, c'est vrai aussi. Il y a tout un tas d'études, on parle des forêts urbaines qui se développent. Alors, chacun a sa propre définition des forêts urbaines, mais au fond, cette idée d'avoir des espaces boisés en zone urbaine, on le sait, ça contribue à l'amélioration du bien-être. Il y a des études qui nous l'ont dit, vivre à proximité d'espaces verts et ou boisés en ville augmente de 7 ans ton espérance de vie, parce que ça va réduire le risque de contracter des maladies cardiovasculaires et ou pulmonaires. On le voit aussi, il y a d'autres études qui ont démontré combien les forêts urbaines développent le lien social, les rencontres interculturelles, etc. Donc, au fond, les arbres au quotidien nous apportent une capacité à être bien dans notre vie, à être bien dans notre corps, et aussi à faire société. Donc c'est cet ensemble de services écosystémiques qui est notre matelas premier. On va peut-être parler ensuite des droits de la nature, mais si on n'a pas ce socle de base qui est un bien-être environnemental, il n'y a pas de bien-être humain et encore moins de bien-être derrière économique, etc. Donc la forêt est vraiment notre plus grande alliée pour justement vivre dans un contexte qui soit positif, humainement et économiquement. Moi, ce que j'ai envie que les gens comprennent aussi, c'est même si on aime un mode de vie hyper urbain, c'est pas un problème en soi, mais c'est pas pour ça qu'on est dédouané du problème des forêts, quoi. Ça touchera tout le monde au cœur des villes également, quoi. Donc c'est pas parce que on n'aime pas aller se balader en forêt que c'est pas son problème. J'aimais beaucoup, enfin le problème c'est même pas un problème, je trouve que c'est une chouette solution, c'est plutôt plein de bonnes nouvelles quand on s'y intéresse. Donc ce qui est chouette, c'est que la solution est très sympa. C'est pas une solution pénible, moi je trouve. C'est ça qui me donne espoir à moi. Un truc on avait vu en prépa, que j'avais beaucoup aimé, c'est ta pyramide de Maslow, donc la pyramide des besoins de l'être humain. Commence par se loger, se nourrir, et puis sécurité de sa personne, etc., jusqu'aux besoins plus élevés de réalisation de soi. Et tu disais, quelque part, on oublie la base. En dessous de
pour se loger, se nourrir, etc., eh bien, il faut qu'il y ait toute une base qui soit là. Et voilà, donc j'aime bien que ce rappel de dire que voilà, pour pouvoir poursuivre nos rêves, nos aspirations les plus élevées, eh ben, il faut qu'il y ait quelque chose de viable en dessous, donc qu'il y ait un écosystème qui fonctionne, qui nous permette de nous nourrir, de nous loger, et de travailler. Voilà, quoi. Tu peux nous expliquer un peu cette base de la pyramide qui a toujours été invisible et qu'il est temps de remettre à sa place? Ouais. Alors c'est une pyramide que j'ai essayé de dessiner en repartant de effectivement la pyramide de Maslow, que beaucoup connaissent, hein, qui démarre par les besoins primaires, cette fameuse pyramide, se nourrir, se loger, se protéger, et puis ensuite s'épanouir avec des besoins plus spirituels. Mais cette pyramide, effectivement, elle est essentiellement et exclusivement anthropocentrée. Elle concerne uniquement l'homme, indépendamment de ce qui le fait, à savoir son écosystème. Aujourd'hui, on voit que notre avenir même est challengé, est menacé, parce que nous, les hommes, pour répondre à nos seuls besoins, on dégrade la nature. L'idée, c'est de pouvoir renverser un peu le prisme et la focale et de se dire que pour satisfaire nos tout premiers besoins en tant qu'être humain, nos besoins primaires, avant même de satisfaire nos propres besoins, il faut qu'on prenne en compte les besoins de ce qui est notre écosystème de vie, à savoir la nature. Pour satisfaire nos besoins primaires, on a besoin que les besoins de la Terre elle-même soient satisfaits. La Terre est un écosystème. On a aujourd'hui, je crois, à cœur et besoin de changer notre paradigme et de tendre vers une vision plus écocentrée de la Terre. Et donc ça veut dire, et du monde, et donc de prendre en compte ce que sont ces besoins de la Terre, son besoin de se régénérer. On le voit, l'empreinte environnementale chaque année, on consomme le fameux jour du dépassement, on consomme plus que ce que la Terre est en capacité de régénérer. Les stocks de poissons, la forêt, etc. C'est une invitation à prendre en compte ce socle fondamental duquel on dépend tous. Et donc c'est une forme de devoir pour nous de respecter les écosystèmes, de mieux coopérer avec eux. Il ne s'agit pas simplement de mieux gérer les forêts, mais de mieux coopérer en tant qu'espèce qui appartient à cette communauté de la Terre. Donc voilà, nos besoins, qu'ils soient primaires ou plus élevés, ils dépendent avant toute chose des besoins de la Terre. Et ça, c'est effectivement une invitation et presque une injonction aujourd'hui, non pas moralisante, mais un challenge à nous faire penser et raisonner différemment au niveau de l'économie, au niveau de la politique, de changer nos règles d'organisation sociale et de développement économique pour que ces besoins primaires, fondamentaux de la Terre elle-même puissent être satisfaits. Et c'est la condition première à ce que nous-mêmes on soit satisfaits. Ce que j'aimerais ajouter aussi, c'est que quand on parle de la forêt, en fait, on parle aussi de l'océan, parce que je sais qu'il y a des plongeurs qui nous écoutent, que je salue. Mais j'ai été très étonnée en préparant l'épisode de Monsieur Sarano, qui donc fait un très très bel épisode aussi, je le remercie encore. J'ai vu qu'il avait, dans une plongée, je ne sais plus du tout, ça devait être une île des Caraïbes où il y avait une grosse déforestation, ce qui fait que la première pluie a balancé toutes les terres arables dans l'océan. C'était ni bon pour au-dessus ni bon pour en dessous, parce que bon, les terres cultivables ont été raclées, et en dessous c'est tout le massif corallien qui a été emporté, donc les poissons qui n'avaient plus à manger, enfin c'était une catastrophe en bas aussi. Et une deuxième chose que j'ai vu, un très beau film sur la chaîne Water Bear, qui propose pas mal de documentaires très très sympas à suivre, et qui montrait des orques qui mouraient de faim parce qu'il n'y avait plus de saumon qui descendait des rivières. Et pourquoi est-ce qu'il n'y avait plus de saumon qui descendait des rivières? C'est parce que les zones de frai, donc de reproduction du saumon, avaient en amont été détruites par de la déforestation. Et donc, voilà, c'était un documentaire, c'était très poignant, c'était très bien fait. C'était pas larmoyant, mais c'était juste pour montrer que qu'on y réfléchisse dans tous les sens, que ce soit au niveau social, au niveau économie, au niveau écologique, tout est lié. Tout est lié. Il n'y a pas l'homme d'un côté, la nature de l'autre, les forêts d'un côté, l'océan de l'autre. Absolument tout est lié, ce qui est la mauvaise comme la bonne nouvelle, je trouve. Ouais. C'est exactement ça, Anne B. C'est hyper intéressant, Anne B, ce lien que tu évoques et cette idée que tout est lié. Et effectivement, quand tu évoques le corail et la forêt, tout récemment, effectivement, des études ont démontré combien le fait de reboiser des zones côtières qui ont été déboisées, déforestées, pouvait permettre effectivement de lutter contre la
le délabrement du corail. Et ça a été scientifiquement prouvé, effectivement, le déboisement de certaines zones apporte un ruissellement, donc tous les sédiments viennent se déposer sur le corail et finalement l'empêcher de prospérer et de vivre durablement. D'où l'intérêt, effectivement, de pouvoir restaurer la nature et restaurer ces écosystèmes côtiers parmi d'autres. La mangrove est aussi un fantastique trait d'union entre la terre et la mer qui abrite une biodiversité incroyable, qui elle a un pouvoir aussi de régénération assez rapide. Et c'est la mangrove aussi une zone économique pour bien des populations. Et peut-être pour poursuivre dans cette idée que tout est lié, il y a quelques minutes on évoquait ces zones urbaines où l'on vit, où finalement la nature visible, tangible, est moins présente, vu que ce sont des cathédrales de verre et de béton qui nous entourent souvent. Ou de verre RE, pas oui, avec un T, malheureusement. De verre, tout à fait, ouais. Eh bien, même en ville, on peut avoir un impact positif, on peut agir positivement en faveur des forêts, de façon assez simple. Les actes que je pose ici, en ville, vont avoir un impact directement sur les forêts. Le fait, par exemple, lorsque je vais au restaurant ou dans mon alimentation quotidienne, de choisir de réduire ma consommation de viande industrielle, ça joue. Le fait, à Paris, il y a encore pas mal de gens qui prennent leur voiture individuelle pour faire, peut-être 1 kilomètre ou 2. Le fait de choisir le vélo ou les transports en commun, je vais réduire mon empreinte carbone. Et le carbone que j'émets ici, il va contribuer à fragiliser, parce qu'il est en quantité trop importante, à fragiliser des forêts qui sont au bout du monde, au bassin du Congo, en Indonésie ou ailleurs. Donc chaque geste que je peux aussi poser en tant que citoyen, ici, dans des villes en Europe, va avoir un impact direct sur le bien-être des forêts. Encore une fois, rappelons-le, le premier des enjeux, la mère de tous les combats, si je puis dire aujourd'hui, c'est vraiment de réduire notre empreinte, que ça soit sur la forêt, afin de lutter contre la déforestation, mais aussi sur d'autres enjeux, notre empreinte carbone elle-même, etc. Donc ça, c'est important de le rappeler que même en ville, on peut faire des choix qui ont un impact, en sachant que les citoyens doivent agir et toutes les organisations doivent agir. En premier lieu, celles et ceux qui portent une empreinte la plus importante, à savoir notamment les entreprises. Voilà, c'est collectivement qu'on y arrivera. C'est pas l'un ou l'autre, c'est ensemble. Et voici la question d'Amandine. Est-ce qu'il y a des petites bêtes dans les arbres ? Oui, il y a des petites bêtes dans les arbres. Il y a toutes sortes de petites bêtes et on les retrouve aussi sous différentes formes selon les endroits de la Terre où on se situe. Dans certaines latitudes, on va retrouver des insectes qui vont habiter comme les abeilles dans les cavités des arbres. Elles vont se loger, et ce sont des abeilles sauvages. Et puis il y a d'autres insectes qui sont des insectes xylophages. Ce sont des insectes qui se nourrissent du bois. Et ces insectes peuvent affaiblir l'arbre. Je pense notamment aux scolytes, dont on entend beaucoup parler actuellement en Europe. Ce sont des insectes qui rongent le bois, pour faire simple, qui mangent le bois et qui affaiblissent donc l'arbre. Et si ces insectes sont en nombre très important, eh bien ça peut vraiment affaiblir, voire causer le dépérissement d'une partie de la forêt. C'est pour ça qu'il est important d'essayer de replanter, de reboiser des forêts mélangées, composées d'une diversité d'essences, parce qu'on sait aujourd'hui que les forêts mélangées, face à ce type d'insectes, elles sont plus résistantes. Parce qu'il y a moins d'arbres d'une seule et même espèce, et donc les insectes ont moins de choix parfois lorsqu'ils n'aiment que telle ou telle essence d'arbre. Et puis après, il y a des bêtes plus importantes, plus grandes encore, qui sont d'autres tailles. Je pense par exemple à des petits écureuils qui vont pouvoir aussi faire des nids dans les arbres et donc contribuer aussi à la régénération de la forêt. Parce que les écureuils, par exemple, vont disperser des graines de certains arbres et donc ils vont contribuer à la régénération de la forêt. Pour clôturer cette question, on va citer quelques chiffres pour se donner le vertige. Est-ce que vous avez une petite idée de combien d'insectes un seul arbre peut héberger ? Allez-y, vous pouvez taper haut. Il peut y avoir 2000 espèces d'insectes sur un seul arbre. Ça peut faire 25 000 individus. C'est encore sans compter les oiseaux, les rongeurs et autres. Donc quand on coupe un arbre, eh bien on détruit bien plus qu'un arbre. C'est une bonne transition vers la question de Valentine. Pourquoi est-ce qu'on coupe des arbres ?
On coupe des arbres pour différentes raisons. On coupe des arbres pour des bonnes raisons. Par exemple, lorsque l'on a besoin de produire une table en bois, de construire une maison en bois. On coupe des arbres aussi aujourd'hui dans des projets innovants pour notamment construire des avions, créer des tests médicaux à partir de produits issus des arbres. On crée aussi de l'énergie. Bref, il y a tout un tas de bonnes raisons. Et ce qui est important, une fois qu'on a coupé des arbres, c'est d'entretenir la forêt et donc de replanter des arbres ou bien de contribuer à la régénération naturelle de la forêt, à accompagner son renouvellement. Quand on coupe un arbre ou plusieurs arbres, ce qui est précieux, c'est de ne pas raser une forêt entière, de ne pas raser une parcelle entière, mais de venir maintenir ce qu'on appelle un couvert continu d'une forêt, qu'elle reste une forêt. On vient prendre 15, 20%, peut-être 30% de telle ou telle parcelle forestière, mais de ne pas raser complètement la forêt, pour lui permettre d'accueillir en continu de la biodiversité et de jouer aussi son rôle en tant que forêt pour notamment lutter contre le changement climatique. Donc il y a des bonnes raisons pour lesquelles on coupe des arbres lorsque la forêt est évidemment gérée de manière durable. Il y a des raisons moins bonnes pour lesquelles on coupe des arbres, notamment actuellement ce qui se passe en Amazonie. Là, on rase littéralement la forêt, on coupe des surfaces énormes de forêt pour planter, entre autres choses, du soja qui va nourrir notamment le bœuf en Europe. Et donc, pour nourrir la viande que l'on mange en Europe, on vient couper la forêt sur des surfaces vraiment gigantesques pour planter ce fameux soja qui traverse ensuite l'océan Atlantique. Et donc, lorsqu'on rase des surfaces gigantesques de forêt, on vient affaiblir l'écosystème forestier lui-même, l'Amazonie. Et aujourd'hui, on sait que l'Amazonie est proche d'un point de rupture qui pourrait, si on l'atteint, faire que l'Amazonie ne serait plus considérée comme une forêt parce que trop petite et trop affaiblie. Et cette Amazonie risquerait de devenir une savane. Il y a un phénomène potentiel de savanisation de l'Amazonie. Donc c'est pour ça qu'il est important, vraiment important, de lutter contre la déforestation en Amazonie et ailleurs, et de promouvoir, de développer cette fameuse gestion durable des forêts. Et donc, tu en étais à parler des droits de la nature, à cette base de la pyramide. Et là, tu as beaucoup travaillé là-dessus parce que tu es juriste à la base. Ouais, effectivement. J'ai débuté le droit avec les droits de l'homme, quelque chose qu'on connaît tous aujourd'hui, la liberté, l'égalité, la fraternité, etc. En passant au Congo, à travers une expérience de stage de 6 mois, j'ai pu découvrir cet univers et cette vision fantastique qu'ont les peuples autochtones, les populations pygmées, avec une vision écocentrée du monde et un rapport à la nature qui est un rapport écocentré. Et Donc, ces fameux droits de la nature... Tu peux juste nous dire ce que c'est écocentré ? Oui. Aujourd'hui, et depuis que l'être humain est sur Terre, on a un rapport principalement anthropocentré au monde. C'est l'être humain qui est au-dessus de tout, au-dessus du monde, au-dessus du vivant, et qui se considère propriétaire de ces ressources naturelles qu'il considère justement comme des ressources. Donc on peut en disposer librement, quitte à les affecter durablement. C'est vraiment l'être humain qui gère et qui dispose des forêts, etc., sans tenir compte de leur pouvoir et de leurs besoins de régénération. Un rapport écocentré... C'est marrant parce que ce que tu dis, sans tenir compte du pouvoir de la régénération, je pensais ressources, je dis le juste retour des choses, c'est qu'on parle aussi de ressources humaines. Exactement. Ou là aussi, ne pas tenir compte du besoin des employés pour se régénérer, c'est exactement le même combat. Tout est À lié, nouveau, là tout aussi, est lié, ouais. Je te laisse continuer. Donc, l'anthropocentrisme, c'est vraiment l'homme qui domine le vivant. À l'inverse, une vision écocentrée du monde, c'est l'homme qui se considère comme partie de la nature et qui est invité à coopérer via elle. Et de façon très concrète, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'en matière économique, plutôt que de développer une économie qui soit je produis, je consomme, je jette, c'est une économie régénérative ou circulaire qui va faire en sorte d'intégrer tous les cycles du vivant dans la production elle-même. Ça va être en matière agricole, plutôt que de mettre des pesticides
et avec des rotations extrêmement courtes, d'avoir une agriculture qui soit de l'ordre de l'agroécologie. On va replanter les arbres dans les champs pour faire en sorte que les pollinisateurs puissent venir, qu'ils puissent favoriser le développement des cultures, mais en même temps que les arbres viennent nourrir les sols. Donc d'être dans une logique vraiment coopérative. Et cette vision écocentrée nous invite à changer notre rapport, nous, en tant qu'êtres humains, notre rapport politique, notre rapport économique à la nature. Ça, c'est la notion d'anthropocentrisme et d'écocentrisme. Ces fameux droits de la nature, qu'est-ce que c'est que les droits de la nature ? C'est une révolution philosophique et juridique absolument fondamentale qui est en train de naître aujourd'hui à travers le monde. On les voit se développer, les droits de la nature, aux États-Unis, en Australie, en Inde, en Nouvelle-Zélande, dans différents coins, et même en Europe, il y a des premiers signaux hyper intéressants. Les droits de la nature, c'est quoi ? C'est le fait de reconnaître des écosystèmes comme des glaciers, des forêts, des rivières, sujets de droit. L'idée de dire que ces entités, en tant qu'écosystèmes, ont des droits comme nous, les êtres vivants, comme nous, les êtres humains, comme nous, les entreprises. Il y a 300 ans, en France, on n'imaginait pas que les êtres humains puissent être égaux. On n'imaginait pas il y a quelques décennies que les blancs et les noirs en Afrique du Sud puissent être égaux, ou que les hommes et les femmes, encore récemment en France, n'aient pas les mêmes droits. Et en quelques dizaines d'années, parfois en quelques années, tout bascule. Et évidemment, il y a une égalité qui se fait entre les hommes. De la même manière, au début du siècle Oui, on est dernier, d'accord que l'égalité n'est pas encore acquise, mais au moins l'idée du fait que c'est à ça qu'il faut arriver n'est plus contestée, alors qu'elle était carrément avant, quoi. C'est Donc, c'est exactement ça. Le progrès. Les droits humains, les droits de l'homme, évidemment, ça reste une ambition, mais qui se démocratise de plus en plus, même s'ils sont encore quotidiennement bafoués à travers le monde. La DUDH, la Déclaration universelle des droits de l'homme, lorsqu'elle est votée, adoptée au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, c'est une avancée fantastique en faveur des droits humains. Mais quand on parle de droits humains, ce qui était impossible hier est devenu une évidence. De la même manière, au début du siècle dernier, le fait de donner des droits à une entreprise ou une association qui est quelque chose une entreprise qui est une personne morale, ça paraissait inconcevable. On s'est dit que il y avait des juristes qui disaient mais c'est impossible, c'est pas une réalité tangible. Et bien de la même manière, donner des droits, c'est même pas donner, en fait, c'est reconnaître, parce que le bien-être et le respect des droits de la nature, de ces écosystèmes est premier et préalable. Et la réalisation, le respect des droits de l'homme, qui nous concerne tous, dépend de la réalisation et de la protection des droits de la nature. Donc ces droits de la nature sont en train de se développer dans tout un tas de pays, et l'idée c'est qu'ils puissent nous aider effectivement à construire les bases philosophiques et éthiques d'une société plus juste et de systèmes politiques plus inclusifs avec l'ensemble du vivant. Parlons concret. Par exemple, il y a une rivière, c'est ça que tu me disais, en Nouvelle-Zélande, qui était reconnue comme entité en ses droits. Tu peux donner un exemple de l'impact que ça peut avoir ? Alors, en Équateur, qui est le premier pays à avoir reconnu les droits de la nature dans sa constitution, il y a quelques années, donc il y a eu pas mal de procès qui ont été intentés contre des dégradations de la nature, et ces premiers procès commencent à porter leurs fruits et à enclencher des victoires. C'est pas systématique parce qu'il y a encore évidemment des gros défis au niveau des intérêts économiques locaux, mais on commence à obtenir des victoires juridiques qui sont portées devant les tribunaux de protection des droits de la nature. Ces droits de la nature, ils peuvent être protégés de deux façons différentes, soit par un système de représentants, où ce sont des entités comme des populations autochtones qui vont se faire la voix de la nature. C'est le cas dans certains, en Nouvelle-Zélande notamment. Et il y a d'autres systèmes dits de droit large où tout individu peut aller protéger la nature en justice dès lors qu'une rivière va être polluée, etc. Et après, c'est aussi l'audace des juges, c'est à la jurisprudence de faire bouger les choses et de se dire, ok, là, il faut qu'on shift, il faut qu'on fasse preuve d'innovation juridique pour aller dire, ok, cette entité a été reconnue juridiquement en tant que sujet de droit. Là, ces droits sont bafoués. Il y a un cas qui m'est porté par une organisation autochtone ou par des citoyens. Eh bien, je vais inviter les personnes qui sont responsables de tel ou tel dommage à le réparer, et je vais reconnaître que telle ou telle entité ses droits ont été bafoués. Et c'est porté, j'allais dire, au-delà de la reconnaissance juridique de ces droits, au-delà de leur protection, c'est avant tout les droits de la nature, selon moi, un changement de vision du monde.
Encore une fois, il y a quelques siècles, on n'imaginait pas que les hommes et les femmes et les hommes entre eux puissent être égaux. Ça invite à un nouveau projet de société. C'est ce fameux contrat naturel de Michel Serres qui est passé avec la nature. C'est vraiment arriver à se dire qu'il faut qu'on rebâtisse nos systèmes économiques sur des choses qui sont sur un temps beaucoup plus long. Thomas Berry, qui est l'un des pères fondateurs des droits de la nature, un philosophe qui a créé ce concept de jurisprudence de la Terre, qui est un concept vraiment embryonnaire, mais qui, je pense, va amener à se développer à grande échelle dans les décennies à venir. On en parlera de plus en plus. Les Nations Unies ont déjà créé un groupe de travail lié à la Earth Jurisprudence, et c'est cette idée que les droits, les lois humaines doivent procéder des lois du vivant, que ça soit au niveau de notre organisation sociale, au niveau de nos règles politiques, d'envisager un temps long, etc. Et c'est cette idée que l'univers n'est pas une collection d'objets, la Terre n'est pas une collection d'objets, mais une communion de sujets. Et à partir de là, on va se dire, ok, moi j'appartiens au vivant, et c'est ce que nous dit Thomas Berry dans cette jurisprudence de la Terre, c'est qu'on a, en tant que membre de la communauté de la Terre, on a un rôle à jouer, un rôle mutuellement bénéfique. Quand l'arbre grandit, il va stocker du carbone, il va produire de l'oxygène. Un jour, cet arbre va mourir. Et il va relarguer, en tombant au sol, tout un tas d'éléments nutritifs pour le sol et pour les insectes, etc. On a tous un rôle à jouer en tant qu'entité du vivant dans cette logique de jurisprudence de la Terre, parce qu'on appartient à cette communauté de la Terre. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'effectivement, on en parlait avant d'enregistrer ce podcast, que la nature, c'est pas non plus un royaume angélique. Il y a la vie et il y a la mort dans la nature. Le lion va pouvoir manger une gazelle, c'est la réalité de la vie, et quelque part, la gazelle, en mourant, même si elle ne l'a pas choisi, elle va transmettre des nutriments, elle va transmettre de l'énergie, et donc c'est cette logique vraiment cyclique du cycle global de la vie. C'est cette idée, voilà, de pouvoir revenir à la Terre et de faire en sorte, en tant qu'être vivant, de pouvoir apporter quelque chose de constructif au monde. Ce rôle mutuellement bénéfique. Je ne dois pas simplement réduire mon empreinte. Viens apporter quelque chose de fantastique à la Terre. Ça va te rendre heureux d'une part. C'est vraiment quelque chose qui est extrêmement nourrissant de pouvoir s'engager au service de la planète. Et puis ça va permettre à l'ensemble des générations actuelles, du vivant et du futur, de prospérer. Donc c'est apporte ta pierre à l'édifice. Et c'est aussi, je crois, Anne B, lié à... On parlait de bien-être. Parfois on me pose la question, mais waouh, face aux chiffres qui sont très, très, très challengeants quand même, du climat, de la biodiversité, on parle d'effondrement de la biodiversité. Qu'est-ce qui fait que tu gardes l'espoir, etc. Mais je crois que c'est l'action. Je travaille pour Reforest Action. Ouais, c'est bien, tu es en train d'anticiper ma question. Je disais justement, voilà. Très bien, vas-y, du coup. Et ouais, fais tout le boulot, je me relaxe là. Le fait d'être en mouvement, le fait d'agir au service de quelque chose, c'est quelque chose d'extrêmement nourrissant et de ressourçant. Le fait d'être une partie de la solution et de contribuer à restaurer quelque chose qui est beau. Dostoïevski dit « La beauté sauvera le monde ». J'ai vraiment le sentiment de participer à régénérer une partie humblement de cette beauté-là. Et le fait d'agir, c'est quelque chose de superbe. Il y a un poème de Victor Hugo qui me convoque tous les matins. Ce poème s'intitule « Ceux qui vivent, ce sont ceux qui luttent ». Et Victor Hugo, dedans, il a cette phrase, en fait, il met en miroir des gens qui s'interrogent pas assez sur leur vie et qui, plus ou moins malgré eux, sont un peu ballottés dans ce mainstream, dans des jobs dans lesquels ils sont pas forcément pleinement épanouis. Je caricature, mais c'est cette idée-là que Hugo porte, et il met ces gens en miroir avec celles et ceux qui, parfois au prix de difficultés, mais essaient de suivre ce qui les façonne, ce qui leur appelle intérieur. Et il porte pas, j'allais dire, de vrais jugements, mais bon, il met en miroir ces populations-là. Et Hugo, dans ce poème, a deux vers de toute beauté, en parlant de ceux qui ne s'interrogent pas assez sur leur vie. Il dit « Car de son vague ennui le néant les enivre, car le plus lourd fardeau, c'est d'exister sans vivre. » J'ai plein d'amis qui aspireraient à avoir des jobs avec du sens, mais moi, au quotidien, le fait d'être dans l'action, ça me fait être en vie. Tous les matins, j'ai l'impression de vivre plutôt que d'exister, et je porte ça au quotidien. Avec le podcast, c'est ça que j'ai envie, c'est que les gens se disent mais qu'est-ce qui me fait vibrer, quoi ? Qu'est-ce que j'ai envie de vivre au quotidien ? Pas juste la petite parenthèse des vacances. Les vacances, c'est trop court, hein. C'est pas ça qui fait une vie. Qu'est-ce qui fait que c'est pas du tout sinistre de se dire tiens, le jour de ma mort, si je me retourne, est-ce que je me dis est-ce que j'aurais vécu ?
Mais c'est dur quand on est dans le système. J'en parlais hier soir avec l'amie qui m'a gentiment hébergée à Paris. Elle disait aussi que c'est quand on est dans le système, à la limite, on s'en rend même plus compte à quel point on est dedans. Ouais, c'est pas évident. On a l'habitude de faire des boulots qu'on n'aime pas, mais bon, il faut bien manger, etc. Et c'est vrai, un énorme respect pour tous ceux qui nourrissent leur famille, c'est excessivement respectable. Mais arriver à le faire, se dire, tiens, ça peut être un peu moins confortable, mais au moins je suis ce que je suis, dans le sens suivre qui on est. Alors là, ça apporte des choses où quelque part, je trouve que moins tu suis qui tu es, plus tu consommes. Parce que t'es tellement frustré, t'as tellement de manque, etc. Dire, j'ai bien mérité un petit week-end là-bas, j'ai bien mérité un bon resto, j'ai bien mérité pour récompenser parce que c'est dur au quotidien, mais c'est triste, quoi. Ce serait quand même bien plus gai de profiter toute la journée, de faire un truc qu'on aime et du coup avoir moins de besoins consuméristes. Et c'est pas pour ça qu'on s'amuse moins. Moi, je me suis jamais autant en musique maintenant. Je dois faire beaucoup plus attention, mais quel bonheur de savoir qu'au quotidien, on essaie d'apporter quelque chose quand on a des retours en disant, tiens, ça m'a fait du bien, ou ça m'a fait réfléchir, ou je vais me remettre au sport, c'est trop génial, quoi. Ouais, je te rejoins complètement, Anne-B. C'est ça que j'ai envie de faire passer aussi comme message, c'est de dire faire ce chemin-là vers respecter son écologie interne, pour utiliser des grands termes, bref, être plus connecté à soi-même et à ce qui nous entoure, c'est pas un chemin triste, c'est au contraire, moi je trouve ça terriblement jouissif. C'est ça que j'ai envie de faire passer aussi. C'est tout sauf un chemin triste, c'est se révéler, parce que on a tous au fond de nous parfois cette envie de sauter le pas, de changer de boulot, de faire des choses qui nous correspondent plus. En même temps, il y a parfois des freins, parce qu'on a une maison, on a une famille à nourrir, on a un crédit, etc. Et je crois qu'en fait, le fait de commencer à se dire que c'est possible, c'est déjà 50% du job, voire plus. Voilà. Chez Reforest Action, j'ai une collègue qui était exactement dans ce cas-là. Elle bossait pour une grosse banque et elle avait envie de s'aligner et de vraiment donner corps à ce qui était dans ses entrailles depuis tellement longtemps, parce qu'elle a des enfants, parce qu'elle voit que la planète est dans un état de difficulté avancée, et elle s'est dit, ok, je veux mettre du sens dans ma vie. Elle a un mari toujours qui l'aide financièrement, mais elle a repris les études. Elle a fait un stage chez nous en parallèle de ses études, et aujourd'hui elle a été embauchée, donc elle a transformé l'essai. Et effectivement, elle me dit que ses anciens collègues dans sa banque la regardent non pas avec jalousie, mais quelque part avec une forme de désir, et elle a montré l'exemple. Stéphane Allaire, le fondateur de Reforest Action, à l'âge de la quarantaine, il a plaqué son job et il a créé Reforest Action. Moi, de la même manière, j'ai bossé dans différents univers, les droits humains, l'écologie, et j'ai fait un temps dans une agence de com. Et j'avais à cœur de vraiment pouvoir me réaligner. Et j'ai créé mon propre job chez Reforest Action, avec de l'audace, même si pendant les premières années, ça peut être très challengeant. L'idée de se dire que c'est vraiment possible, cette capacité à s'ouvrir, à connecter avec les gens, à réseauter comme tu l'as fait en me contactant, je crois que c'est la première grosse partie du boulot, d'y croire avec opiniâtreté, d'avoir cette envie d'ouverture, d'aller taper à la porte de gens, de s'ouvrir. Je vois de plus en plus de gens qui me contactent via LinkedIn en disant « j'adore ce que tu fais, est-ce qu'on peut s'en parler ?» Et rien que d'être dans cette démarche-là, ça ouvre des portes et ça met en mouvement pour ensuite trouver des jobs qui nous alignent, quoi, et trouver ce bonheur intérieur. Oui, tout à fait. Et puis ça ne doit pas se faire en un jour, quoi. On peut se renseigner, créer un contact, suivre un cours, et puis voilà, ça peut se construire, quoi. Parfois, ça panique tellement le changement est énorme à faire, mais c'est tout à fait possible, et c'est chouette d'avoir des histoires de possibles. À ton avis, justement, c'est peut-être le bon moment pour poser cette question-là. De quoi a-t-on le plus besoin pour changer ? Ça fait plus de 25 ans que j'ai cette conscience écologique, et 10-15 ans que je travaille pour la planète. Je crois profondément que, et c'est l'homme qui agit pour la forêt que je suis qui te dit ça, je crois qu'on pourra planter tous les arbres que l'on veut sur Terre. On pourra placer tous les panneaux solaires que l'on veut, etc., avoir une société, j'allais dire, de tendre vers des bonnes transitions écologiques. On n'arrivera pas à résoudre ce défi environnemental si on ne commence pas par changer de l'intérieur. Aujourd'hui, c'est mon intime conviction. Les outils de réduction de l'empreinte carbone, tout ce qui nous entoure, sont des outils naturels, de la coopération naturelle ou des outils technologiques, sont éminemment précieux. Mais le cœur du réacteur, ça se passe ici, ça se passe dans l'intérieur. Et pour moi, aujourd'hui, je crois que
la clé, c'est de revoir notre définition du bonheur. Si on est mu toujours par cette idée d'un bonheur matérialiste et à côté duquel, parallèlement, on va réduire notre empreinte, ça ne marchera pas. Il y a un truc qu'il a dit par un grand coach américain, Tony Robbins, mais ça, je trouve ça tellement juste. Je vais encore massacrer, je suis très nulle en citation. Il faut vraiment que je les apprenne par cœur, c'est horrible. Le succès sans le bonheur, c'est l'échec ultime. Ouais. Parce que voilà, tous ces gens qui arrivent au sommet d'une carrière brillante, applaudie, richissime, mais qui quelque part sont toujours malheureux comme des pierres, ça c'est vraiment l'échec ultime, quoi. Exactement. En fait, revoir notre définition du bonheur, c'est aller au-delà je crois pour moi, d'un bonheur matérialiste. C'est s'interroger au fond de soi ce dont on a vraiment besoin en tant qu'être humain, en tant que citoyen. Et ouais, s'interroger sur ce dont on a vraiment besoin. Et aujourd'hui, après pas mal d'années engagées pour la planète, je me dis que ce bonheur-là, il est d'abord intérieur. Ça prendra des formes plurielles pour chaque personne sur Terre. Pour certains, ça va être la spiritualité, d'autres une forme de reconnexion à travers du yoga, de la méditation, etc. Mais c'est ce que disait Saint-Exupéry dans sa dernière lettre qu'il a écrite avant de mourir. On ne peut plus vivre de frigidaire, de télévision et de mots croisés. Nous avons besoin et il faut rendre à l'homme une signification spirituelle, faire pleuvoir sur l'homme quelque chose qui ressemble à un chant grégorien. Déjà, Saint-Exupéry, avant même les 30 Glorieuses, et ce rouleau compresseur consumériste avait compris que il y a ce besoin profond de réalignement. Et c'est ce que vivent les populations autochtones. Il ne s'agit pas de redevenir des populations autochtones au fin fond de la forêt. Elles existent toujours, mais nous, c'est pas notre enjeu. En revanche, c'est de se dire, voilà, qu'est-ce qui aujourd'hui réellement me rend heureux ? Du contact avec mes proches, du contact avec la nature. Et on le voit, le Covid a accéléré ça. Donc ce moteur de changement, pour revenir sur ta question, c'est je pense quelque part prendre un temps pour quel que soit notre âge, nous dire voilà, dans mon territoire, ici avec mes proches, et par rapport à cette grande histoire du monde dont on entend de plus en plus parler, la fonte des glaciers, qu'est-ce que j'ai envie de faire ? Quel rôle mutuellement bénéfique, pour reprendre les mots de Thomas Berry, j'ai envie de jouer ? Et ce changement-là, il commence par cet exercice de lucidité, ce regard en soi et de reconnexion vers quelque chose qui est plus grand que simplement un bonheur matérialiste. Ouais, moi, je trouve qu'on le trouve énormément quand ça commence par l'émerveillement. Enfin, je veux dire, je crois qu'on ne peut pas protéger ce qu'on n'aime pas, et si on n'a pas été franchement décoiffé par une expérience, voilà, on ne peut pas en avoir grand-chose à secouer. Donc, toi, tes émerveillements, c'est la montagne. Ton père qui t'y emmenait et toi qui n'a jamais lâché le truc. C'est quand même drôle, hein, pour un parigot que je suis, d'avoir cet amour viscéral pour les montagnes. C'est vrai, mon père m'a emmené en montagne avant même que je sache marcher. Il nous portait là sur le porte-bébé, et mes tout premiers souvenirs de montagne, ça doit être des randos un peu pluvieuses, mais à sentir cet élément qui est là. Et c'est un terrain incroyable, la montagne. Ce que je trouve fascinant dans les montagnes, c'est cette progression, c'est cette marche, en fait, qui est un peu peut-être le cheminement de nos vies, finalement, quand dans la vie, on découvre progressivement un contact avec le vivant, et ça s'accélère aujourd'hui, mais il y a plein de métaphores qui prennent la montagne pour parler des chemins de vie, que ce soit pour construire une entreprise, que ce soit pour son chemin à soi. La montagne est toujours l'exemple qu'on prend, quoi. Ouais. J'entendais un grand maître bouddhiste aussi qui en parlait, pour parler cheminement évidemment plus spirituel. Donc ouais, c'est vraiment un gros symbole pour les humains quand même, hein, cette montagne. C'est un goût de la progression, c'est un goût du chemin, c'est aussi un partage, la montagne. Il y a cette double dimension, en fait, quand tu marches, que tu sois encordé sur une arête ou bien en randonnée sur plusieurs jours, sans être nécessairement sur un glacier. Il y a une double dimension, tu es à la fois ensemble. Ta vie peut dépendre sur une arête des personnes avec lesquelles tu es encordé. Donc il y a une vraie notion de solidarité qui est hyper présente. Et ça, c'est super beau de marcher ensemble, tu vois. Et c'est également cette notion un peu d'intériorité, parce que parfois dans la marche, on se fait des blagues, on s'amuse, etc., on tripe, mais il y a aussi cette idée de marche parfois intérieure. Pendant quelques minutes, tu vas pouvoir être dans ton souffle comme ça, contempler, et tu parlais de l'émerveillement tout à l'heure, de contempler cette majesté des sommets, un chocard à bec jaune qui va passer, qui va venir jouer avec toi juste au-dessus, ou bien un chamois qui va gambader comme ça juste devant. C'est aussi être face au réel, c'est voir des glaciers ou des séracs qui vont tomber comme ça
en partie, des petites chutes du côté d'Argentière, dans le massif du Mont-Blanc. Tu te balades près du glacier, à cette fameuse rupture de pente, et tu es sûr que si tu restes 1 heure de temps devant, tu vas voir des pans de glacier tomber. Et donc c'est être confronté au réel, mais c'est être aussi face à ce magnifique décor, cette majesté qui est ces hauteurs. Et c'est aussi, je crois, quelque part un goût de l'effort, un goût du temps long. C'est une notion qui est géniale parce que pour monter sur un sommet l'été, ça se fait pas en 1 heure de temps, ça prend du temps, c'est un pas après l'autre. C'est cette capacité à être humble aussi, à faire des pauses avant d'atteindre un sommet, passer par des cols, passer par des chemins qui vont être parfois plus rocailleux avec des pierriers, s'adapter aux conditions, savoir dire non parfois aussi. Savoir rebrousser chemin si le sommet ce jour-là est pas accessible pour des raisons météorologiques ou parce que moi-même je ne suis pas en forme. Et c'est cette idée aussi, je crois vraiment, j'aime beaucoup d'humilité. Edmond Hillary, le premier homme à être arrivé au sommet de l'Everest, disait "It's not the mountain we conquer but ourselves." C'est pas la montagne que l'on conquiert, mais simplement nous-mêmes. Et il y a ce proverbe aussi tibétain que j'aime beaucoup qui dit: quand tu es arrivé au sommet de la montagne, continue de grimper. Au fond, c'est un appel à s'élever aussi, davantage qu'une élévation physique. Et c'est aussi une invitation à redescendre dans la vallée pour demain, dans 6 mois, 1 an, refaire un autre sommet, quoi. Parce que je pense que c'est un des grands éléments qu'on réapprend dans la montagne, ouais, c'est le temps long, mais parce qu'on est obligé. Je veux dire, si demain l'Everest est accessible en voiture ou en téléréphérique, il perdra complètement sa magie, ça fera plus kiffer personne, quoi. Je crois que c'est toutes ces choses où on doit avoir dur. Et c'est marrant parce que du coup, je viens de terminer un épisode avec un batteur, hein. Ouais. Donc tout à fait autre chose. Il parlait musique. Il disait, mais si tu nais avec, voilà, justement ce talent inné, que tu dois faire aucun effort et tout de suite tu joues bien, tu chantes bien, tout est parfait. Souvent, ces gens qui ont sa chance d'avoir ce don-là, ils n'en font rien. Ils gâchent leur talent parce que tu ne lui donnes pas de la valeur. Et je crois qu'effectivement, ce monde qui veut rendre tout plus facile, quelque part, on ne sera jamais satisfait. Parce qu'une fois qu'on zappe, on a ce qu'il faut, en 1 seconde, on est là où on veut, etc., ça ne nous fera même pas plaisir. Parce que je crois qu'on a vraiment besoin, pour notre épanouissement, de sens de l'effort, d'avoir dû cheminer pour avoir ça. Et l'image de la montagne, je trouve que c'est ça. On n'a pas encore trouvé le moyen de trouver des raccourcis. Il n'y a pas de raccourcis dans la vie. C'est un peu ça que j'ai envie de dire. Si tu fais pas le chemin, si tu fais pas l'effort, si tu mets pas le taf, la récompense, elle va pas avoir le goût qu'elle peut avoir, le sel qu'elle peut avoir quand vraiment t'as œuvré à quelque chose et que tu as mis tes tripes, quoi. Et je trouve que c'est peut-être un peu ça aussi qu'on retrouve quand on arrive à un sommet et que ça fait 7 jours que tu cravaches ou 5 jours, mais peu importe, et que t'en as plein les pattes, plein le dos, tout à coup, t'arrives et... Bon, une partie de la population pensera d'abord à faire un selfie, mais en général, tu remarques juste que les gens à ce moment-là se taisent et regardent. Ouais. Et tu as ce moment comme ça où juste, même si tu es en groupe, il y a tout le monde qui se tait. Il n'y a personne qui a envie de commencer à tchatcher, à papoter. Après, oui, bien sûr, on va partager, mais il y a ce moment où il y a un silence qui s'installe et qui fait tellement de bien, je trouve. Ouais, pour moi, ce silence, il a plusieurs noms, mais c'est évidemment la beauté, c'est le partage. Quand tu arrives au sommet avec des gens, c'est juste canon. Tu kiffes, tu es là, waouh. Et ce silence, il a aussi un mot que je trouve beau et qu'on valorise pas forcément assez dans notre société. Ce silence, ce mot, c'est l'inutile. Oui. Lionel Terray, qui est l'un des alpinistes de l'épopée de Maurice Herzog, pour ceux qui connaissent, l'Annapurna, c'est le premier sommet de plus de 8000 mètres qui a été atteint par pour le coup c'était des Françaises, c'était une cordée française, Maurice Herzog, et Lionel Terray a écrit un bouquin que j'adore qui s'appelle Les Conquérants de l'inutile. Quand il était jeune, il allait crapahuter comme ça sur les sommets et tout, et son père lui disait « mais pourquoi tu montes là-haut ? Il n'y a pas de billet de 10 francs qui t'attend ?» Et lui, il allait chercher justement cette forme d'inutilité, quoi. J'avais lu il y a quelques années justement un bouquin d'un philosophe ou je ne sais plus qui s'intitulait « L'utilité de l'inutile ». Et je crois qu'on a vraiment besoin de ça aujourd'hui dans nos sociétés, de reprendre du temps, de se débrancher de toutes ces injonctions de speed, de réussite, d'objectifs purement commerciaux. Cette notion qui commence à se développer de plus en plus, qui est le revenu universel de base, le fait de travailler moins
d'avoir un revenu suffisant pour travailler moins, mais avoir du temps à dédier à d'autres choses, à de la création, à des engagements sociaux, environnementaux. C'est quelque chose que je trouve de plus en plus pertinent. Il y a une étude qui est tombée, je crois, cette année, qui nous dit que passer à la semaine de 4 jours en Angleterre, notamment, si les Anglais passaient à la semaine de 4 jours sans perte de salaire, ce qui est possible, et ce qui marche dans certains coins déjà, ça permettrait de générer l'équivalent d'émissions de CO2 du pays, qu'est la Suisse. Donc si les Anglais passaient à la semaine de 4 jours, ils limiteraient les émissions de CO2, ils réduiraient leurs émissions de CO2 au global. Oui, c'est pas la générer, c'est la réduire. Ouais. Oui, les réduire, pardon. Autrement dit, ouais. Cette notion d'inutilité, de se dire « Waouh, je ne suis pas qu'un être productif, je peux dédier du temps à autre chose que travailler comme un staccanoviste pour m'engager, pour contempler le vivant, le beau, pour partager et aider d'autres, comme tu le fais ici, NB, à s'inspirer. » Je trouve que c'est une idée extrêmement séduisante et qui, à mon avis, va se développer dans les prochaines années. Mais ouais, j'aime beaucoup terminer sur le fait qu'il faut laisser de la place à l'inutile dans nos vies. Voilà, j'espère que les gens qui nous écoutent trouveront quelques inutilités à faire ce jour et qu'ils en profiteront et qu'ils y trouveront justement du sens. Bah, écoute, un super grand merci pour l'accueil dans les bureaux de Reforestation. Un immense merci NB et très sincèrement, je crois que ton action, au-delà du fait qu'elle contribue elle-même à la reforestation, mais le fait de donner la voix comme ça à des gens qui sont à leur façon engagés ou au contact de la nature, de développer ce type de médias, c'est quelque chose d'absolument essentiel et je crois que c'est dans le vecteur, dans la transmission aussi, qu'on arrive à ouvrir des idées, à ouvrir des portes et Albert Schweitzer, l'un des prix Nobel, il y a quelques années déjà, nous disait que l'exemplarité n'est pas une façon d'influencer, c'est la seule. Et de donner à voir des exemples comme ça, comme tu le fais, je trouve ça fantastique et je te souhaite vraiment de continuer et de donner plein d'énergie et plein d'exemples à suivre à tes auditeurs, et qu'ils soient de France, d'Afrique ou tous les francophones qui nous écouteront. Merci à toi. Merci Nicolas. Si vous voulez en savoir davantage sur Reforestation, voici leur actualité. Je pose d'habitude toujours la question à l'invité pour terminer, là j'ai zappé, donc je répare mon oubli. En tant que partenaire officiel de la décennie des Nations Unies pour la reforestation des écosystèmes, il se lance le défi de protéger, planter et régénérer 1 milliard d'arbres d'ici 10 ans. C'est ce que j'appellerais de l'ambition bien placée. Hors-série, c'est aussi l'occasion pour moi de vous parler de ce qui me motive en faisant ce podcast. Mon idée est très simple et Nicolas en a parlé aussi. On ne défendra pas la nature tant qu'on n'aura pas compris qu'on en fait partie. Et c'est une bonne nouvelle en plus parce que l'outdoor, c'est prouvé, c'est ce qui fait le plus de bien à notre mental. Saviez-vous qu'au Canada, suite à de très sérieuses études sur les bienfaits de la nature sur la santé mentale, des médecins prescrivent du temps en nature. Cela arrive doucement chez nous aussi. Donc protéger la nature, la forêt et la biodiversité, outre le fait que c'est quand même pas mal de ne pas tout bousiller petit à petit autour de nous, d'un point de vue purement égoïste, on a tout intérêt à le faire aussi. Alors j'espère que cet épisode, différent, vous aura peut-être fait réfléchir, mais surtout vous donnera encore plus envie de vous reconnecter à votre vraie nature, à vous, à ce qui vous fait vibrer, à ce qui vous fait sentir pleinement vivant au quotidien. Et tous les autres épisodes que vous trouverez dans ce podcast sont là pour vous le dire, c'est possible. En off, je parlais avec Nicolas de ce qui fait que les gens changent, qu'ils sortent d'un parcours de vie classique, ce qui ressort le plus dans mes interviews. Et bien ce que je retrouve tout le temps, ce sont 2 valeurs, l'audace et la détermination. Bonne nouvelle, Marie-Amélie le disait, l'audace c'est comme un muscle, ça s'entraîne. Oded, lui, me disait qu'être soi, c'est être courageux. Jean-Paul, François, Thomas, Virginie et Benoît, qui sortent bientôt aussi, ce sont tous des variations sur le même thème. N'hésitez pas à m'envoyer un message pour me dire ce que vous avez pensé de ce hors-série et à me partager ce qui vous fait vibrer, vous. En quoi ce qui vous fait vibrer pour avoir un impact positif sur la planète, puisque c'est de ça dont on parle ce jour? Eh bien, tout est lié. Je vous réponds avec cette citation. La planète n'a pas besoin de gens qui réussissent. La planète a désespérément besoin de plus de faiseurs de paix, de guérisseurs, de conteurs d'histoires et de passionnés de toutes sortes. Je pense que cela vient du Dalai Lama. Mais si c'est bien le cas, vu qu'il consacre sa vie à la sagesse, on peut supposer qu'il sait de quoi il parle. À bientôt!